Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, eh bien, bienvenue sur le plateau de notre émission Libre-échange. Libre-échange qui fait de plus en plus d'adeptes. Et je tiens à saluer tous nos amis et stations qui rediffusent notre émission, qui est rediffusée aujourd'hui en France mais aussi à l'étranger. Je le rappelle à chaque fois, mais c'est quand même important. 24 stations qui rediffusent Libre-échange. On couvre 80% du territoire. Chères auditrices, chers auditeurs, merci encore. Et il y a de nouvelles. On est de plus en plus podcastés, écoutés. Et tout cela, comme je dis à chaque fois, c'est quand même grâce à nos auditrices, nos auditeurs, mais aussi à la qualité de nos intervenants et de nos invités. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même qui est très important. C'est le troisième âge, troisième, quatrième et cinquième âge, parce qu'aujourd'hui, on va parler des personnes retraitées, parce qu'elles sont de plus en plus, moi je trouve, délaissées. Il y a la solitude. On va parler un petit peu de tout ça, des services qui puissent les accompagner. Et pour ce faire, je reçois deux personnes aujourd'hui, en la présence de Madame Laetitia Pilois, qui travaille justement dans le service de l'aide à la personne. On va en parler. Je vais vous laisser vous présenter. Et aussi, donc, Monsieur Bernard Jambois, qui est président régional de l'UNA, et on verra quel est cet organisme, et aussi il s'occupe de pas mal de choses, et notamment l'association régionale, on va en parler, de l'ARPA. Nous avons aussi un témoignage d'une personne, Madame Telestré, qui doit nous appeler, qui est une personne, justement, qui va nous expliquer un petit peu comment que ça se passe sa retraite, comment que ça se passe un petit peu tout cela. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors, je vais commencer par Madame Pilois, donc Laetitia Pilois. Vous vous occupez des personnes âgées. Quelle est votre fonction exactement ? Alors bonjour à tous, je suis donc directrice de l'association ADAPA en Meurthe-et-Moselle, qui est une association de services à domicile auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, qui intervient sur l'ensemble du département au niveau des arrondissements de Nancy, Toul et Lunéville. Alors, cette organisation, on le retrouve également au niveau national. Oui, des associations. Dans tous les départements, toutes les régions de France. Tout à fait. Et il existe aussi d'autres associations qui travaillent sur les services à la personne, c'est ça ? Il y a d'autres réseaux. Nous sommes, nous, adhérents au niveau du réseau UNA, qui est un des plus importants réseaux au niveau national, oui. Oui, effectivement. Alors, justement, l'UNA, Monsieur Bernard Jambois, vous qui êtes le président régional de l'UNA, qu'est-ce que l'UNA ? Et on va venir après, on va voir que dans les régions, mais je vous laisse présenter. Oui, bonjour à tous. Oui, l'UNA, c'est une fédération d'associations et de services de soins à domicile qui couvre toute la France plus les territoires d'outre-mer, qui compte à peu près 1200 associations fédérées, qui est un petit peu notre syndicat d'employeurs. Donc, nous recevons des études juridiques, des consignes. L'UNA, c'est aussi un lobbying auprès des pouvoirs publics. C'est notre antenne, si vous voulez, nationale, pour à laquelle nous faisons remonter tous nos problèmes régionaux ou départementaux. Donc, qui sont traités au niveau national, c'est eux les interférences, je veux dire, qui vont faire la liaison avec nos politiques, avec toutes ces personnes ça. C'est donc qui nous écoutent. C'est la saison, j'en profite, parce qu'il va y avoir les élections. C'est les élections bientôt. C'est l'élément essentiel d'une fédération de pouvoir joindre les élus, les décideurs, les financeurs, parce que notre métier aujourd'hui est en crise. Ah, c'est-à-dire, quelle est la crise ? C'est-à-dire il y a beaucoup de crises en ce moment. Oui, regardez, aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui est en train de je veux dire, nous passer un petit peu. C'est une crise surtout financière, parce qu'on sait très bien maintenant que les financeurs, que ce soit les conseils généraux ou les caisses de retraite, sont à bout de souffle. La prestation APA qui a été mise en place il y a maintenant une dizaine d'années n'a pas été contrefinancée à hauteur des 50% qui étaient prévus. Donc aujourd'hui, on est en mesure de restriction globale. À titre d'exemple, les caisses de retraite comme la CARSAT du Nord-Est a diminué brutalement ses aides. Sur le département de Meurthe-et-Moselle, c'est 1100 personnes qui ne sont plus aidées au titre de la CARSAT parce qu'elles ont moins de 75 ans.
Et comment que ça se passe? Donc, elle se retrouve en situation de précarité, elle se retrouve en situation... Elle se retrouve au restaurant du cœur, elle se retrouve... Non, je ne sais pas, moi ça me vient tout de suite à l'esprit, c'est un exemple, hein, mais je ne sais pas. Non, elles ne peuvent plus bénéficier en fait des financements des caisses de retraite pour payer une partie des services d'aide à domicile. Donc soit elles ont la possibilité d'en supporter l'intégralité de la charge financière, soit pour certaines, elles vont s'en passer, ce qui peut avoir des conséquences, notamment en termes de chute, par exemple, puisque au niveau de ces personnes-là, on a plutôt un rôle préventif d'aide à l'environnement, d'aide au ménage, pour éviter que les personnes ne chutent, ne tombent, ne se fassent mal en faisant, on va dire, des assez gros travaux ménagers qui sont plutôt fatigants, épuisants, même si elles peuvent encore, pour certaines, bien sûr, continuer à être associées à ces tâches-là, mais ne plus faire les plus pénibles d'entre elles. Mais qui veut dire, si elles ne sont pas prises en charge, ces frais, hein, c'est-à-dire que sur le budget de la personne âgée, c'est un budget en moins qui touche au pouvoir d'achat. Donc, automatiquement, si elle veut maintenir tant soit peu son pouvoir d'achat, parce qu'il y a cela, mais après, il y a tous les frais de santé qui gravitent autour. Donc, automatiquement, ça fait quand même beaucoup, je pense. Certaines personnes peuvent s'en passer, donc c'est vrai qu'elles nous informent que sans aide financière de leur caisse de retraite, elles arrêtent, si vous voulez, nos services. Donc pour l'association, par exemple, ça a eu un impact très fort. On a arrêté nos prestations à près de 500 personnes au niveau de l'association. Alors, je tiens à rappeler également que vous êtes conseiller prud'homo, hein, c'est important de le dire, parce que vous connaissez bien la législation, vous êtes dans le droit, c'est-à-dire que tous les jours, vous devez faire front à ces problématiques aussi, vous sentez les choses sur le terrain. Oui, alors, beaucoup de personnes âgées qui utilisent le chèque emploi-service, ce qu'on appelle le CESU, ou l'emploi direct, ne sont pas forcément au fait de toutes les lois sociales et de droit du travail. Et il est fréquent qu'aux séances que nous avons des instants, enfin nos bureaux de jugement, nous ayons 2 ou 3 personnes de plus de 80 ans assignées par leurs salariés parce qu'il y a un respect du travail qui n'a pas été fait. Donc vous voyez, c'est là qu'il faudrait bien orienter les personnes vers des associations qui les aident pour ne pas être employeurs elles-mêmes, avec les conséquences et les risques que ça comporte. Alors, justement, ça en fait partie, l'ARPA de cela, si j'ai bien compris. Bon, c'est une des associations. L'ARPA est une association qui dépend de la Fédération des retraités de Meurthe-et-Moselle, qui est composée de 60 associations locales et qui compte à peu près 12 à 13 000 membres. Notre objectif à la Fédération des retraités de Meurthe-et-Moselle est de défendre les droits et les intérêts des personnes âgées, mais aussi de les faire se rencontrer, d'éviter la solitude, de partager des moments agréables. C'est donc un mouvement qui est associatif, mais à caractère très social. D'accord. Alors aujourd'hui, on retrouve au niveau du territoire toutes ces problématiques, on retrouve ces associations, ces organismes. Donc en fait, si je comprends bien, derrière ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, par manque de financement, manque de moyens, il y a des gens qui se retrouvent concrètement au chômage, quoi. Qui se retrouvent en difficulté, la perte d'emploi. Qui se retrouvent en perte d'emploi, mais aussi pour les personnes âgées en grande difficulté. Et c'est ce que je disais récemment à des candidats aux élections municipales. Ces personnes qui ne sont plus aidées par les caisses de retraite, qui n'ont pas les moyens de se subvenir aux charges du ménage qu'elles pourraient faire chez elles, vont se retourner vers les SSAS. Et ça, ils n'en ont pas encore pris conscience. Alors, les SSAS, pour nos auditrices, les comités communaux d'action sociale, oui, qui dépendent de chaque municipalité, verront, je pense, accroître le nombre de demandeurs d'aide à cause de ces prestations qui ne sont plus servies. Donc indirectement, ça va être les populations qui vont payer aussi. Je veux dire, c'est dans le cadre de la solidarité. Alors, il y a un projet de loi sur la perte d'autonomie qui devrait paraître l'année prochaine. Comment sera-t-il financé? Personne n'en sait rien. Quand sera-t-il mis en place? On ne sait pas. Est-ce que les retraités cotiseront? C'est une grosse question. Vous avez vu récemment que les retraités, on a supprimé l'augmentation qu'il y allait avoir sur leur retraite.
On a déplacé la retraite, l'augmentation du mois d'avril au mois d'octobre. Il y a 0,30% qui sont prélevés au titre de la cohésion sociale. Donc les retraités on ne peut pas dire que ce sont des gens vernis. Bien sûr, on les vante dans les voyages partout, mais combien de retraités ne peuvent pas sortir de chez eux? Faites le tour dans les grands magasins, vous verrez s'il y a beaucoup de retraités devant les rayons de la viande. Eh oui. Un exemple, la hausse du chauffage, la hausse de l'électricité, toutes les hausses qu'on subit ne sont pas compensées par une stabilisation du pouvoir d'achat des retraités. Alors, il y a un chiffre, ce que vous disiez justement, là, que vous parliez d'être devant le rayon d'étalage, rayon boucherie, charcuterie, viande et compagnie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu, sur l'année 2013, une augmentation de 30% de vols supplémentaires par les personnes âgées. Mais encore du vol, comme je dis, c'est pas du vol, je veux dire, pour se faire plaisir, c'est du vol par nécessité et notamment sur l'alimentaire. Donc ça confirme ce que vous dites. Ça confirme. Et dans les personnes que nous aidons au titre de la DAPA par Madame Pilois, on peut considérer que 80% des personnes âgées ne payent pas d'impôts. 80%, donc ça c'est quand même significatif. Donc vous voyez la moyenne des revenus de nos personnes et les conséquences qu'ont ces restrictions des caisses de retraite. Alors, ce que je vous propose, M. Jean-Bois, justement, nous avons en ligne Madame Delestré qui va pouvoir témoigner. Madame Delestré, bonjour. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de venir témoigner à notre émission Libre-Échange. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu, Madame Delestré? Donc, vous avez 90 ans, c'est bien ça? Oui. Et donc, vous aviez quelle activité, Madame Delestré? Comment? Vous aviez quelle activité auparavant, je veux dire, avant d'être à la retraite? J'avais pas une grande activité parce que mon mari était militaire, alors je ne pouvais pas avoir... et comme j'étais jeune quand je me suis mariée, c'était la guerre, alors j'avais pas vraiment de situation. Hein. Alors on est parti un peu partout, j'ai pas vraiment... mais enfin, j'ai travaillé quand même dans dans des grands magasins comme les Nouvelles Galeries à Tours, par exemple. Oui, donc de par les fonctions de votre mari, vous avez été appelé à déménager assez souvent et d'aller, je veux dire, aux extérieurs. Alors pour vous, comment se passe la retraite? Je ne sais pas si vous avez pu entendre un petit peu ce qui a été dit sur notre plateau avec Monsieur Jean-Bois et Madame Pilois. Comment vous ressentez la retraite, Madame Delestré? Comment je sens la retraite? Oui, d'un point de vue, je veux dire, financier, d'un point de vue aide, accompagnement à ce niveau-là. La retraite, ça s'est très bien passé. Dommage que mon mari n'est plus là, mais autrement, ça s'est très bien passé. Alors, parce que justement, vous avez tous les semaines des services à la personne. Oui. Je tiens à préciser que vous êtes donc toujours chez vous. Vous habitez vous n'êtes pas en maison de retraite. Vous êtes à votre domicile, c'est bien ça? Oui, je suis chez moi toute seule. Voilà. Et donc, derrière, il y a des personnes qui viennent, les services à la personne. Comment ça se passe? Comment vous avez eu recours déjà à cela et comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment ça se passe? D'abord, j'ai déjà mon aide à domicile qui me rend un grand service, hein. Et puis, j'habite un immeuble, alors j'ai des locataires qui sont on n'est pas amis, mais enfin, ils me rendent des services aussi. Il y a un monsieur, par exemple, qui m'apporte le poisson 2 fois par semaine. Il y a une autre dame qui va me chercher le pain. Voilà, je ne suis pas isolée, quoi. Alors justement, dans votre entourage, est-ce que vous ressentez une certaine solidarité justement entre voisins? Comme quoi? Comme des voisins, d'un point de vue général, parce que vous avez certainement des amis, des personnes qui, je veux dire, sont en retraite, mais oui. vous échangez avec elles. Mais est-ce qu'il y a une certaine solidarité? Est-ce que des voisins en général? Oui. En général, on est tous bien. On est 6 dans la même entrée. 6 locataires et on s'entend tous bien. On ne se voit pas du matin au soir, on se voit quand on a besoin de service ou quelque chose, mais on s'entend très bien. Alors, donc la personne, elle vient une fois par semaine, c'est bien cela? Oui. Et donc, elle vient faire le ménage, comment ça se passe? Oui, alors
elle vient le jeudi, tous les jeudis, elle vient 2 heures tous les jeudis. J'aurais préféré la garder un peu plus, mais comme c'est pas possible, alors ma foi, voilà, je fais avec, comme on dit. Donc vous ressentez quand même que vous auriez besoin de plus. Oui, parce que j'ai le canal lombaire qui se rétrécit, alors je ne peux plus marcher beaucoup, et j'ai un déambulateur même pour sortir un petit peu, quoi. Mais alors, donc pour les services, mais est-ce que c'est pas la solitude aussi qui vous appelle aussi à demander peut-être d'avoir de voir quelqu'un plus souvent? Ah, ben oui, bien sûr. Des fois, c'est la solitude, c'est un peu dur, mais de toute façon, vous savez, je suis pas une bonne femme à me plaindre beaucoup, hein, moi. Alors, ma foi, je fais ce que je peux, et puis voilà. Très bien. Alors, j'ai la coiffeuse qui vient à domicile, j'ai une pédicure qui vient à domicile, voilà. Alors, justement, dans le cadre, Madame Pilois, ça fait partie des activités, des services à la personne, tout ça? Oui. Alors, pas directement, c'est-à-dire qu'au sein des services à domicile, tels qu'on les entend généralement, on est plutôt dans des services ménager, plutôt d'entretien du cadre de vie ou d'aide directe à la personne, oui. Pour des personnes qui sont un peu plus dépendantes que Madame de Lestrée, qui peuvent avoir besoin d'aide au lever, au coucher, d'aide à la prise des repas, ce que Madame de Lestrée fait seule encore. La toilette. Voilà, pour les aider à la toilette, à l'habillage, aux courses, oui. Puisque parfois les personnes sont pas forcément toujours bien entourées, comme on vient de le dire là, par une entraide de l'entourage ou de la famille. Donc les salariés peuvent aussi être amenés à favoriser cet accompagnement vers l'extérieur pour préserver un minimum de liens sociaux. Également. Alors, pour vous, Madame Delestrée, comment avez-vous connu ces services-là? C'est vous qui avez eu la démarche d'aller vers eux. Comment vous avez connu ces services à la personne? J'ai connu la DAPA parce que il y a des années, maman avait déjà la DAPA et ma belle-mère aussi. Et j'étais très contente, quand nous venions en permission, j'étais très contente de voir que elles étaient bien déchargées et que les filles venaient régulièrement à l'heure et tout. Si elles étaient prévenues s'il y avait quelque chose qu'elles ne pouvaient pas venir. Enfin, c'était bien organisé. Alors, lorsque mon mari a été malade en 1999, j'ai appelé la DAPA parce que je ne pouvais pas faire face à tout. Et depuis, j'en suis très contente. Voilà. Alors, de ce que je peux comprendre aussi, vous avez 90 ans, mais vous avez quand même une certaine autonomie. Pour l'instant, je n'ai pas besoin encore de l'infirmière pour ma toilette. Je fais encore toute seule. Hein. Alors, mais est-ce que vous avez aussi, je veux dire, des personnes qui viennent, vous avez certains soins à domicile pour la santé? Non. Pas pour, mes pieds, ça ne compte pas, ça c'est comme ça, et puis c'est tout, mais autrement, j'ai rien, je vous dis, j'ai pas d'infirmière, j'ai rien, hein. J'ai un docteur, un généraliste que je connais depuis 27 ans, il habite Manzéville et il vient me voir tous les mois. Tous les mois, il me renouvelle mes médicaments, et voilà. Très bien. Eh bien, Madame Delestrée, merci pour votre témoignage. Nous vous souhaitons une bonne continuation, une continuité dans votre retraite et peut-être à très bientôt. Oui, bien, d'accord. Merci, bonne journée, Madame Delestrée. Alors, ce cas, Monsieur Jeanbois, que nous avons donc de cette personne-là, c'est pas un cas particulier. Et encore, elle a, je veux dire, un certain avantage, si je peux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'espérance de vie rallonge. Je tiens à le rappeler, les populations sont de plus en plus vieillissantes, mais le nombre de centenaires, il est en train d'exploser. Mais de vivre longtemps, c'est bien, mais de vivre longtemps, si je peux dire, en bonne santé et autonome. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un cas un peu particulier, celui de Mme Delestrée. Oui, Mme Delestrée a encore, disons, un peu de chance. Elle a encore toute sa tête, elle a encore la liberté de ses mouvements, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus dans son cas
et qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies qui les obligent à avoir une tierce personne chez elles pour les aider. Et vu le temps que ça prend et le prix, on se demande comment ça va être possible de rester chez soi. Alors justement, on revient sur cette problématique-là de financement-là, parce que ça fait partie d'un ensemble de services aussi. Là, c'est l'hospitalisation à domicile. Comment vous voyez les choses? Parce que c'est quand même alarmant ce que vous nous dites. Nos fédérations de retraités dans toute la France exigent et demandent avec une insistance importante que soit mise en place une loi qui favorise un petit peu ce maintien à domicile ou cette prise en charge des personnes entièrement dépendantes pour que le reste à charge que les familles puissent payer soit supportable. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parfois 4 à 5 générations dans une famille et souvent les jeunes retraités qui arrivent maintenant sont obligés d'aider les parents et les enfants à cause de la crise du chômage. Alors, je pense que vous avez vu, dans l'actualité, notamment hier, il y a eu un rapport qui a été rendu national sur les maisons de retraite. Alors, moi, je ne suis pas là pour critiquer les maisons de retraite, bien évidemment, mais ce rapport, quand même, est assez important, met en évidence que 50% des maisons de retraite en France ont été sont épinglables. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu l'information. Oui, j'ai écouté RTL hier, excusez-moi pour la publicité, mais c'était le grand débat hier sur RTL. Et dire que c'est alarmant. Bon, on n'a pas à juger. Alarmant, oui, mais est-ce qu'ils en ont vraiment les moyens de faire leur travail correctement? Parce qu'il faut savoir qu'une maison de retraite, aujourd'hui, elle a un prix de journée. Oui. Et elle doit avoir une possibilité d'accueil de 100%. Dès qu'il y a 2-3 personnes qui disparaissent, qui sont décédées malheureusement, il faut remplir aussi vite la maison de retraite, sinon en fin d'année, c'est un déficit énorme. Ça va très très vite. On a vu, moi sur des reportages et puis aux informations, je me suis informé un petit peu par rapport à cela, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient décédées, qu'on surfacturait des prestations pendant jusqu'à 21 jours. Il y a eu des prestations qui ont été facturées qui n'étaient pas là. Alors, est-ce que c'est pas une façon un petit peu, je veux dire, parce que le système de la santé en France, il y a pas mal de choses à voir, on va pouvoir en parler, mais d'essayer de rattraper un petit peu à gauche, à droite, parce qu'ils sont déficitaires, parce qu'on est de plus en plus étranglés, notamment les maisons de retraite. Il est certain que c'est inadmissible. Après, il faut trouver des solutions de fond pour résoudre le problème. Pour faire le parallèle avec les services d'aide à domicile, on est dans une difficulté de financement absolument insoluble, où en effet, on pourrait tomber dans le même type de dérive, de facturer, et ça a été tout un débat tout au long de ces 2-3 dernières années, des différentiels de tarifs aux personnes aidées pour équilibrer nos charges de fonctionnement. Nos tarifs sont figés. On ne peut pas facturer au-delà des tarifs qui sont définis pour les ressortissants des caisses de retraite par leur caisse de retraite et pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par notre autorité de tarification qui est le Conseil général. Cela est tout à fait normal. Il faut un encadrement des prix, en tout cas j'en suis persuadée. Il faut légiférer, il faut contrôler l'application de ces prix-là. Après, il faut que les prix permettent de fonctionner à minimum, normalement, sans mettre en péril à la fois la structure et les emplois qu'elle génère, parce que sinon, c'est tout le système qui s'écroule. Eh oui, et actuellement, c'est un petit peu manquable. Alors justement, parce que l'hospitalisation à domicile, le maintien de la personne à domicile, on parle d'hospitalisation, mais vous avez, comme c'est le cas là que nous avons pu avoir de Madame Delestré, c'est que vous avez des personnes qui sont valides et qui peuvent rester chez elles, qui peuvent être accompagnées chez elles, et ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'une hospitalisation ou qu'une maison de retraite. Bien sûr. D'autant plus qu'en maison de retraite, je rappelle un chiffre, on manque de 55 000 lits aujourd'hui en France. Et d'autant plus que, autre chiffre, il est dans l'état actuel de la recherche de la science, parce que vous parlez justement, M. Jeanbois, des maladies dégénératives, c'est qu'il est estimé, dans l'état actuel de la recherche, je dis bien, des traitements, parce qu'il n'y a aucun traitement, 60% des personnes de plus de 60 ans en 2050
contracteront une maladie dégénérative. Et ce qui est inquiétant, c'est que les personnes de plus en plus jeunes les contractent. Et moi, que je dis, je rappelle ces chiffres-là, c'est pour essayer d'alarmer un petit peu les populations. Et aussi sur attention, parce que de la façon dont on mange, mais aussi parce que, comme je dis, c'est que ça va être les moins âgés qui vont soigner les plus âgés, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, on est obligé de travailler plus longtemps, on va être au niveau de la retraite, parce que les caisses de retraite, justement, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Jeanbois ? C'est une grave question à poser. Les moyens financiers sont-ils là aujourd'hui ou sont-ils mal répartis ? C'est une question qu'on peut se poser. Oui. Mais toujours est-il que le vieillissement de la population, qui sera de plus en plus, je pense, soumis à des maladies dégénératives, va être un problème qui va être insoluble si on ne met pas les moyens dès aujourd'hui. Il ne faut pas repousser sans arrêt à des années ultérieures le problème. Il faudra bien le prendre en compte un jour. Mais qui va payer ? Et oui, c'est ça le qui va payer Mais on trouve bien de l'argent pour faire la guerre. Oui, en faisant la guerre à la maladie et à la vieillesse. Enfin, en lui donnant les moyens. Ça serait bien donnant les moyens de vivre. Parce que ce que les personnes âgées que nous défendons méritent, c'est quand même grâce à elles au stade auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Comme je dis, à chaque fois que je termine un de mes discours à l'ADAPA, je dis, elles en ont bien mérité. Elles l'ont bien mérité, qu'on prenne soin d'elles. Alors, il y a une chose aussi qu'on n'a pas parlé, c'est la disparité qu'il peut y avoir aussi au niveau des retraites. Parce que selon l'activité, je veux dire, l'être humain va fatiguer plus ou moins bien. Si vous prenez un maçon, si vous prenez un fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires, je ne veux pas me mettre qui que ce soit contre moi, mais il est certain que si on a des activités beaucoup plus physiques, automatiquement, je veux dire, on est beaucoup plus fatigué plus tôt, l'espérance de vie est réduite. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous pensez, ce qui serait nécessaire de faire, de mettre en place ? C'est le grand débat sur les retraites, sur la pénibilité au travail. Oui. Les personnes qui ont travaillé jeunes, qui ont travaillé dans des métiers difficiles, les métiers de la construction, les métiers agricoles, les métiers sur les chantiers. Il faut quand même tenir compte de cette espérance de vie qu'ils ont un peu en moins à cause de l'usure. Et l'usure, ça se mesure par quoi ? Par des maladies professionnelles. Dans nos métiers d'aide à domicile, on a aussi cette usure qui arrive à des gens qui ont 50, 55 ans. Mme Pilois peut vous dire que l'incapacité chez nous, c'est un taux important de départ des associations. Alors, justement, pour rebondir un petit peu par rapport à ce que vous dites, là, au niveau des campagnes, parce que vous intervenez en zone urbaine. Bien sûr, mais partout. En zone rurale, parce que je pense que là aussi, le problème est sinon important. Je rappelle que 60% des populations vivent en zone qu'on appelle rurale. Comment ça se passe ? Alors, il est certain que, en tout cas, notre association, qui a un statut à but non lucratif, c'est toujours donné comme priorité d'aider toutes les personnes, quel que soit leur lieu de vie. Donc, il est plus compliqué d'intervenir dans des secteurs ruraux. Les coûts sont plus élevés. Les coûts sont beaucoup plus élevés puisque, en général, les interventions sont relativement courtes et fractionnées dans la journée. Oui. Pour les personnes les plus dépendantes, ça oblige plusieurs passages dans la journée, le matin, le midi, le soir. Donc, l'impact des temps de trajet entre les différents domiciles et l'indemnisation de l'ensemble des coûts liés au déplacement fait que les quelques rares structures qui interviennent dans les milieux ruraux ont forcément des coûts plus importants. Donc le développement des services à la personne qu'on a connu ces dernières années, on l'a surtout constaté en ville, là où les coûts sont moins importants, relativement peu en milieux ruraux. Dans les milieux ruraux, il n'y a que 2 grands réseaux aujourd'hui qui interviennent. C'est le réseau ADMR, complémentaire du nôtre, et le nôtre. Alors, est-ce qu'il y a aussi le développement de services privés ? Bien sûr, mais en ville. Mais surtout en ville, oui, dans les campagnes, c'est ça. Parce que l'intérêt, alors derrière, est-ce que justement quelque part, il n'y a pas un décalage total qui est en train de se mettre en place ?
L'offre de service n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que sur Nancy, qui est une ville importante, vous avez un choix entre plusieurs dizaines, voire près d'une centaine de services à domicile. Ça devient une concurrence, quoi. C'est clair, non? Ça devient très compliqué à s'y retrouver, oui, en effet, puisque il faut déjà choisir par rapport au mode d'intervention. Monsieur Jean-Bois l'expliquait tout à l'heure. Oui. Les personnes peuvent choisir d'être employeurs ou de ne pas être. Et ensuite, une fois qu'elles ont fait ce choix, elles ont une offre de service plus ou moins variée en fonction du lieu où elles habitent. Alors j'imagine que la personne qui a un certain âge, pour se dépatouiller à tout ça, pour savoir quel est cet organisme le plus, je veux dire, adapté par rapport à ses attentes et au prix, je veux dire, le plus attractif, on peut dire, parce qu'il faut parler là, et on parlera dans la deuxième partie de l'émission, les prises en charge, comment ça se passe, ça ne doit pas être évident pour elle. Et une partie des associations qui sont autorisées par le Conseil général et non tarifées par le Conseil général, où aujourd'hui l'offre de service est plus lisible au niveau des personnes âgées. C'est-à-dire que nous avons signé récemment des CPOM, donc il s'agit de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, qui ont pour objectif, entre autres, de clarifier et de réguler cette offre de services d'aide à domicile sur le département de la Meurthe-et-Moselle. En l'occurrence, pour les personnes qui peuvent être bénéficiaires de l'APA, elles sont dans ce cadre-là éclairées par les services du Conseil général sur les services qu'elles peuvent choisir en fonction de leur commune. Tout organisme privé qui veut doit être agréé pour pratiquer des services à la personne. Bien sûr. C'est ça, obligatoire. Oui. Alors ce que je vous propose, c'est que nous fassions une courte pause musicale. Et je tiens à rappeler un ouvrage qui est très intéressant. C'est l'ouvrage de Michel Godet qui dit libérer. Et donc le titre, c'est libérer les emplois pour sauver nos retraites. Et je pense que c'est quand même important. Dedans, on retrouve justement les problématiques que vous citiez, d'autres problématiques aussi. Comment nous allons financer nos retraites et après, est-ce, je veux dire, de ponctionner les retraités, une façon de voir les choses et aussi de trouver, font partie des solutions, je veux dire, miracles. Et on retrouve ça après ceci. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes de retour sur dans notre émission Libre-Échange. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un sujet des services à la personne. C'est un sujet qu'on a déjà accédé il y a un certain temps, on en a parlé. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, il est important qu'on puisse revenir un petit peu sur ce sujet. Alors, pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau monsieur Bernard Jean-Bois, qui est le président régional de l'UNA, dont nous avons parlé tout à l'heure. On rappellera un petit peu, donc on peut retrouver ces associations de services à la personne au niveau national dans toutes les régions et départements. Également, donc, la directrice de l'ADAPA, Madame Laetitia Pilois. Alors, justement, comment vous voyez les choses, l'évolution des choses, Madame Pilois, vous qui êtes, je veux dire, qui gérez un certain nombre de personnels. On a vu tout à l'heure, c'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, on est en train, le manque de financement, on perd des emplois. De l'autre côté, pendant la pause musicale, on disait, oui, mais les personnes aujourd'hui, elles auraient besoin de services, mais on peut pas parce qu'il y a certaines contraintes. Comment vous voyez les choses aujourd'hui, comment elles se passent déjà et comment vous voyez l'évolution ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le système de financement de l'aide à domicile est complètement à bout de souffle et obsolète. C'est-à-dire qu'il est indispensable de le réformer en profondeur. Sinon, on risque d'accentuer ce qui commence déjà à être constaté, c'est-à-dire un système vraiment à deux vitesses, où les personnes qui ont des ressources suffisantes vont pouvoir financer en fait leur maintien à domicile dans des conditions acceptables, et les personnes qui n'en auront pas les moyens vont devoir s'en passer ou rester à domicile dans des conditions qui ne seront pas idéales en termes de sécurité et en termes de préservation de la santé. On commence déjà de toute façon à constater cette fracture sociale qui, pour ma part, puisque ça fait plus de 10 ans que je suis au sein de l'ADAPA, on est déjà dans une réalité.
on accentue de plus en plus les différences entre les classes sociales, les plus aisées et les plus pauvres. L'enjeu de société, il va être essentiellement de garantir pour les personnes, je dirais, qui sont un peu entre les deux, parce que la difficulté, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas forcément pour les plus pauvres, c'est plutôt pour les personnes qui sont dans les classes entre guillemets qu'on appelle moyennes, où ces personnes sont pas suffisamment pauvres pour avoir droit au système de garanties sociales qui sont mises en place, et pas suffisamment riches pour payer les services à hauteur de leurs besoins. Donc elles sont entre les deux, elles ne peuvent pas bénéficier aujourd'hui de réduction d'impôts parce qu'elles n'en payent pas. Donc oui. le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est vraiment les personnes qui sont entre deux. Les personnes qui sont imposables vont pouvoir bénéficier d'une partie de déduction fiscale. Les personnes qui ne le sont pas doivent payer l'intégralité de la charge. Et elles ne le peuvent pas par rapport à leurs ressources. Beaucoup des personnes que l'on aide sont des femmes veuves qui ne touchent uniquement que leur pension de réversion, et leurs ressources ne leur permettent plus de financer un maintien à domicile digne de ce nom. La conséquence que cela a, c'est qu'elles prennent le strict minimum qui peut être financé par les allocations existantes, essentiellement celles des caisses de retraite ou du Conseil général à travers l'allocation personnalisée d'autonomie. Et dans ce cadre-là, cette allocation ne peut pas tout financer. On peut l'entendre. Et les assurances complémentaires derrière les assurances complémentaires, oui. Il faut déjà se la payer, vous allez me dire. Bonne idée. en soi, oui, c'est vrai que la solidarité nationale à travers le projet de loi sur le financement de la dépendance devra garantir un socle minimum de prestations pour tous. C'est indispensable. Les assurances qui pourront être prises à titre personnel vont venir les compléter. Encore faut-il pouvoir les financer. Enfin, à mon sens, je suis assez convaincue du fait personnellement, et là ça n'engage que moi, que la solidarité nationale ne pourra pas tout financer. La charge du maintien à domicile est très très importante, et il faut peut-être une conjugaison des deux systèmes. Une partie de financement au titre de la solidarité pour les populations qui ne pourront pas financer, et aussi peut-être un système comme aujourd'hui il existe sur les complémentaires retraites, peut-être des complémentaires de financement de la dépendance. C'est quand même alarmant parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont des accès limités aux soins parce qu'ils ne peuvent plus se payer les soins. Donc on arrive à une médecine à deux vitesses, mais on arrive aussi à des services à deux vitesses. Donc qu'est-ce qui vont rester ? Alors, d'autant plus important, je pense, en milieu rural, en zone rurale. Justement, tout à l'heure, vous en parliez, Monsieur Jean Bois, aujourd'hui, de par le système de prise en charge, on a des timings. C'est limité. Oui, c'est très limité. C'est pour ça aussi que les agences régionales de santé, les ARS, mettent en place des réseaux de santé. Par exemple, je préside celui du Val-de-Lorraine. Le réseau de santé, c'est un médecin, une infirmière, une secrétaire qui vont voir les personnes avant qu'on les prenne en charge. Pouvoir estimer déjà évaluer leur degré de dépendance et mettre en place et coordonner les services qui seraient autour comme les services de soins, les services d'aide à domicile, afin que les personnes puissent encore rester chez elles un peu plus longtemps. Ben oui, mais on complique les choses parce que d'un autre côté, je comprends bien. Alors moi, je me fais un peu l'avocat du diable. Mais aujourd'hui, on manque de médecins. Regardez, en zone rurale, médecin généraliste, ça devient, je veux dire, une rareté. Bien qu'on dise, on n'a jamais autant de médecins, c'est vrai. Mais bon, il faut parler en temps de travail, effectivement. Et la profession, la spécialité est moins attractive. Donc on manque de médecins généralistes. Les kinés, moi, j'ai des amis dans l'entourage, médecins de toutes les professions médicales et paramédicales. Ils disent, bah oui, c'est pareil, aujourd'hui, vu la rémunération, vu les déplacements en campagne, ben c'est pas évident. Les infirmiers, les infirmières. Donc là, c'est quand même alarmant pour un point de vue gérer un peu les populations, parce que, comme je dis dans mon livre Zone rurale à votre santé, il ne reste plus qu'à bien mourir, quoi. Il y aura des déserts médicaux, hein.
ça c'est sûr. Qui existe déjà, mais aussi pour les services à la personne. Qui seront approfondis. Oui, nos services à la personne. Des fois, pour faire une prestation d'une demi-heure, il faut faire des fois aller-retour 15 à 20 km. Oui. Et que lorsque vous avez 3 prestations comme celle-là, ben vous en faites que 2 en 2 heures, mais vous payez 2 heures de travail. Parce qu'on paye le temps de travail, le temps de déplacement et les frais de déplacement. Tout est compris dedans. Tout, on est obligé de payer tout ça. D'accord. Et comme on n'en peut encaisser que la facturation de la prestation faite, ça pose un problème. Oui, effectivement. Aujourd'hui, le système est financé sur des facturations à l'heure. Donc, comme le souligne le président, on ne peut facturer que le temps de la prestation effectivement réalisée au domicile de la personne. Tout le reste, bien évidemment, et c'est normal, doit être supporté par les structures qui sont employeurs par rapport aux frais engagés par les salariés, mais ça rentre dans des charges de structures qui doivent trouver un autre type de financement que celui qui est de la facturation à la simple prestation. Donc petit à petit, on est en train de sortir de ce système à titre expérimental en Meurthe-et-Moselle. On est rentré dans les systèmes de CEPOM que j'indiquais tout à l'heure, avec pour un objectif clair et partagé entre nos financeurs et les services d'aide à domicile, c'est de continuer à garantir une couverture de nos services sur l'ensemble du département. L'enjeu, il est là surtout, c'est-à-dire que, en effet, s'il n'y a pas un minimum de régulation par rapport à cela, et si les services d'aide à domicile qui interviennent dans les secteurs ruraux n'ont plus les moyens de garantir leurs services sur ces secteurs-là, il n'y en aura plus. Alors, on parle justement des services, puis il y a la solitude des personnes, parce que quelque part aussi, moi je le vois pas loin de chez moi, juste à côté de chez moi, il y a un monsieur, je suis passé, ça s'est fait un peu par hasard, et c'est ce qu'il m'expliquait. Il essayait de me retenir par tous les moyens pour qu'on puisse discuter ensemble, et j'étais à son écoute, et qui n'est pas un cas particulier. Alors, justement, là, nos politiques, qu'est-ce qu'ils font là, parce qu'ils sont quand même sensibilisés. Il y a un moment, il va falloir, tout à l'heure, on parlait aussi au niveau de la législation, là, d'un point de vue droit, Monsieur Jeanbois, il y a des choses à revoir. Il faudrait peut-être... c'est l'occasion d'en parler à nos politiques. À un moment, il faut qu'ils prennent certains engagements, je pense. Oui, la solitude, c'est presque une maladie. C'est souvent le début d'une maladie. Parce que pour moi, quelqu'un qui est seul, il se laisse vivre. Il se laisse aussi aller. Pour ça que on peut dire même il se laisse mourir. Parfois, oui. Alors, il faut dire aussi que les aides à domicile, quand elles arrivent chez les personnes, c'est souvent le seul coup de soleil qu'elles ont de la semaine. Oui. Ça, c'est souvent maintenant supprimé, parce que c'est des prestations qu'il faut faire vite, parce que le financement n'est pas accordé pour plus longtemps. Alors c'est là que les associations comme les ARPA ou comme les associations qui dépendent des CCAS sont importantes pour essayer de relayer autant que faire se peut les salariés qui viennent à domicile par du bénévolat. Vous avez par exemple les associations du Petit Frère des Pauvres qui sont très influents pour éviter la solitude. Vous avez nos associations où on réunit les personnes autour d'un petit repas, autour d'une petite sortie pour qu'elles fassent non seulement qu'elles passent une bonne journée, mais en plus qu'elles ne soient pas seules et qu'elles se créent de l'amitié. Mais aujourd'hui, le problème, il devient sous la forme du bénévolat. Le bénévolat, il devient rare. Les gens n'osent plus s'engager. Aujourd'hui, les adhérents des associations sont devenus des consommateurs. On vient dans une association parce qu'il y a telle chose à profiter ou telle chose à faire, et on ne vient pas pour donner du temps. Et ça, c'est encore une chance que nous avons avec la DAPA, c'est que nous avons des bénévoles sur le terrain qui sont des relais, comme vous, une antenne auprès des personnes qui sont dans leur voisinage. Vous voyez, ce problème de la solitude, ça va être un des thèmes du congrès de la Fédération des retraités de Meurthe-et-Moselle qui aura lieu en octobre à Pompey. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens quels sont encore vos droits. La question qu'on se pose, quels sont les droits des retraités? Et je dois écrire un article sur le partage et la solidarité, pour voir quelles sont les distinctions entre le fait de partager quelque chose avec quelqu'un et d'être solidaire avec les autres. Ça va être le grand thème de notre fédération au congrès du mois d'octobre. Alors pour en venir un petit peu, parce que ce que vous disiez à juste titre tout à l'heure, et c'est le but de notre émission Libre-Échange, c'est d'informer un large public, quels sont les droits des personnes âgées d'accès aux services à la personne? Comment ça se passe?
Alors, tout commence, je dirais, par une analyse de la situation de la personne et de ses besoins. La porte d'entrée, c'est celle-ci, c'est-à-dire que la première démarche qui va être faite par les structures d'aide à domicile, c'est de se rendre au domicile, d'évaluer ce que la personne peut encore... Initialement, excusez-moi, il faut que la personne prenne contact avec une association, un organisme, ou son médecin aussi généraliste. Alors c'est vrai que la porte d'entrée peut être très différente, c'est-à-dire que soit les personnes s'adressent directement aux associations parce qu'elles les connaissent par le voisinage ou par leur passé, comme l'expliquait tout à l'heure Madame de Lestrée, soit elles n'ont pas connaissance du tout de à qui elles peuvent s'adresser. C'est vrai que dans ce cadre-là, les médecins traitants, les CCAS jouent un rôle de relais d'information très important et peuvent aiguiller, informer sur les aides existantes et sur comment accéder aux services. On a toujours tendance à croire que les gens savent, mais c'est faux. En général, c'est un peu le parcours du combattant pour eux, pour trouver l'information. Les démarches sont souvent faites par les familles, très souvent par les enfants, ou par le conjoint qui est le plus autonome des deux dans un couple. Oui. Voilà. Donc, en l'occurrence, oui, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une demande, il faut que la demande soit adressée soit à la structure si elle a été choisie, soit certains s'adressent aux financeurs, donc vont directement se renseigner auprès des caisses de retraite ou auprès du conseil général pour directement demander un financement. Donc c'est vrai que les démarches, elles peuvent... il y a différents circuits. Différents circuits. C'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que les personnes qui nous écoutent, qui disent « tiens, je ne connais pas, je voudrais me renseigner », donc voilà, ça c'est une solution. Voilà. Ensuite, donc, une fois que c'est mis en place, qu'il y a ce contact, comment ça se passe ? Il faut qu'il y ait un contact, il faut qu'il y ait une évaluation des besoins à domicile, et c'est l'évaluation à domicile qui va être déterminante sur le type de financement qui va pouvoir être sollicité. Voilà, ça rentre dans la technicité des financements. En fonction du degré de dépendance des personnes, elles vont pouvoir soit bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les plus dépendantes d'entre elles. Donc là, on se situe dans des situations où les personnes vont avoir besoin quasiment d'un passage quotidien pour être aidées soit au lever, soit au coucher, soit au transfert, soit au repas, comme on le disait tout à l'heure. Si par contre le besoin est plus limité et si l'ensemble de ces gestes quotidiens peuvent continuer à être assurés par les personnes elles-mêmes et que le besoin il est plutôt de type d'une aide à l'environnement, pour le ménage, pour les courses, pour un petit peu quelques repas, là on va être plutôt sur des financements à solliciter auprès des caisses de retraite. Mais comme on l'indiquait tout à l'heure, il y a des critères d'âge, des critères de ressources, des critères d'isolement, de solitude, de fragilité sociale qui vont être prises en compte. Et toutes les personnes n'auront pas forcément droit à un financement. En tout cas, avant de savoir s'il peut y avoir ou pas ce type de financement, il faut réaliser la visite à domicile, évaluer les besoins, solliciter le financeur. Le financeur va redéléguer une nouvelle personne pour refaire cette visite à domicile. Alors, ça peut paraître compliqué pour les personnes parce qu'ils ont souvent déjà eu une visite de nos services et puis après ils vont à nouveau revoir soit une personne déléguée par la caisse de retraite, soit une personne déléguée par le conseil général qui va revenir à domicile pour refaire une visite à domicile. Donc là déjà ils ne comprennent pas pourquoi plusieurs visites, pourquoi plusieurs évaluations. Et ensuite, une fois que le financeur, si on prend l'exemple de l'APA, va considérer que la personne va avoir droit à la prestation, un plan d'aide sera établi. Donc ce plan d'aide, c'est ce qui va déterminer le volume d'heures de prestation auxquelles la personne va avoir droit, sa répartition dans la semaine, son organisation et les missions qui vont être réalisées. Donc, à titre d'exemple, la personne va pouvoir bénéficier d'un passage d'une demi-heure le matin, d'une demi-heure le midi, d'une demi-heure le soir, pour les actes essentiels à réaliser au quotidien, plus éventuellement, en fonction de son entourage et de ce que fait la famille, quelques heures éventuellement de ménage, de préparation de repas ou de courses. Donc, on peut, au niveau des situations,
avoir des durées de prestation de 4 heures par mois jusqu'à 150 heures par mois. Il n'y a pas, si vous voulez, une règle définie, spécifique Non. À chaque fois, l'évaluation... Chaque cas est un cas particulier. Chaque cas est un cas particulier. Le plan d'aide sera déterminé en fonction vraiment de la situation particulière de la personne, de son âge, de ses ressources, de ses besoins, de ce que fait l'entourage, de son isolement ou pas. Et c'est là où peut-être il y a des efforts à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette notion d'évaluation, elle est faite, elle est refaite, elle est re-refaite. Le président soulignait aussi l'intervention des réseaux gérontologiques qui refont aussi parfois des nouvelles évaluations plus fines sur certains aspects. Et au bout d'un moment, les personnes, parfois, ils perdent un petit peu la compréhension de tout ça. L'objectif, il est toujours de répondre au mieux aux besoins de la personne et de coordonner l'ensemble des actions qui vont être mises en œuvre. Parce que pour satisfaire l'ensemble des besoins, vous le disiez tout à l'heure, il peut y avoir des services d'aide à domicile, mais il peut y avoir aussi un besoin d'intervention d'un kinésithérapeute, de pédicure, de services de soins infirmiers. Il faut aussi mettre en lien l'aspect médical avec les médecins traitants. Tous les acteurs du maintien à domicile doivent se coordonner pour que chacune des actions soit cohérente pour le bien-être de la personne. Alors aujourd'hui, par rapport à cela, est-ce que vous trouvez facilement des personnes qui veulent venir au service à la personne? Est-ce qu'il y a une volonté de solidarité pour aller travailler, aller vers les services à la personne? C'est un métier difficile. C'est un métier difficile physiquement et psychologiquement. Et c'est relativement un métier assez méconnu ou parfois connu d'une façon un peu idéologique. Certaines personnes pensent qu'elles vont être un peu dames de compagnie et clairement ce n'est pas ça, ou en tout cas ce n'est pas que ça. Ce n'est pas non plus forcément que du ménage. Donc aujourd'hui, c'est un vrai métier, une vraie profession qui nécessite à la fois des connaissances théoriques et des compétences techniques qui doivent faire l'objet d'un apprentissage important. Ça ne s'improvise pas. C'est vrai que parfois on nous dit... Il y a des formations ? Bien sûr. Reconnues, donc diplômantes, dans le cadre de la formation initiale et continue ? Tout à fait. Les formations sont celles, pour les plus connues d'entre elles, et pour n'en citer que quelques-unes, d'assistantes de vie ou d'auxiliaires de vie sociale, qui sont aujourd'hui les diplômes les mieux reconnus dans nos services. Par rapport à la profession. Par rapport à la profession. Après, pour répondre à votre question de savoir si on trouve ou pas facilement du personnel, comme vous le disiez tout à l'heure, ça dépend où. Les personnes formées sont souvent formées dans les villes. Donc on va avoir un panel de candidatures plus importantes sur certains secteurs, et sur certains secteurs c'est catastrophique. On ne trouve pas de personnel pour répondre à l'ensemble des besoins des populations sur les territoires, et on est obligé d'aller chercher des salariés plus loin. Donc ça devient une vraie problématique. À l'étranger ? Non, pas à l'étranger, mais c'est un métier... Parce que par exemple dans le domaine des médecins, on est obligé d'arriver pour compenser les déficits, et même dans les professions paramédicales, de trouver des kinés qui viennent de l'étranger, d'Espagne. On n'en est pas encore là, mais bon, c'est vrai que pourquoi pas. Ça peut, enfin en tout cas. Alors qu'on a du chômage en France, c'est quand même. Aujourd'hui, les secteurs ruraux, ça devient très très compliqué. Eh oui. Parce que parfois, je dirais, ça peut être une évidence. C'est des interventions au domicile. Ça suppose une certaine mobilité géographique. Certaines personnes sont intéressées par le métier, mais n'ont pas le permis ou n'ont pas la voiture. Eh oui. La question de la mobilité est souvent très problématique dans ces métiers-là. Et la question de la disponibilité aussi, puisque, comme on le disait, on est sur des créneaux horaires matin, midi, soir. C'est un peu, je fais le parallèle comme la restauration, c'est des horaires un peu pas évidents, quoi. Hein, c'est un peu. C'est des horaires qui sont difficilement compatibles avec une vie de maman où vous voudriez pouvoir être disponible le matin pour emmener les enfants, venir les rechercher à midi et le soir. C'est un métier dans lequel les moments les plus importants de travail, c'est le matin, le midi, le soir. Alors, moi, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui partent à l'étranger. Monsieur Jean-Bois, par exemple, ils partent en Tunisie, qui partent au Maroc, par rapport aux retraites. Des retraités, oui. Vous, est-ce que vous le ressentez ça ? Est-ce que
d'un point de vue général? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, ben ouais, mais moi, tant qu'à faire, j'aime me partir là-bas parce que mes moyens me permettent d'aller là-bas, mais pas d'arriver à satisfaire toutes mes attentes ici, notamment des services. Est-ce que vous le ressentez? Oui, j'en connais quelques-unes qui sont parties au Maroc ou en Tunisie ou même en Espagne parce que le niveau de vie est déjà moins cher. Oui. Les retraites donc, sont confortables en France, donc on a un pouvoir d'achat plus important là-bas. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment se délocaliser? Parce que la Lorraine, il fait quand même bon vivre. Oui. Et en Lorraine, il y a un grand esprit de solidarité. Il faut se rappeler quand même que tout le mouvement mutualiste est né en Meurthe-et-Moselle. Donc, il y a quand même des valeurs humaines qu'il faut garder pour soi-même et pour les autres. C'est ce qui permet le partage. Ce qui est important. Est-ce que, alors aujourd'hui, des personnes peuvent adhérer, je veux dire, à l'ARPA, adhérer à l'UNA, adhérer à ces organismes? Comment ça se passe? Alors, pour adhérer à l'UNA, il faut déjà être une association avec non lucratif, puisque pour l'instant, il n'y a que le non lucratif qui puisse adhérer. Et il faut aussi avoir l'agrément des autres associations du département. D'accord. Parce que nous avons des fédérations départementales, régionales et nationales. Pour adhérer à nos associations de retraités en Meurthe-et-Moselle, il faut s'adresser... Ou d'autres en France qui puissent exister. Ouais. Il y a dans chaque ville des associations de retraités ou de personnes qui ont envie de faire du bénévolat. Et je crois que c'est très, très bien. Il ne faut pas oublier aussi que le bénévolat, ça prend du temps, mais c'est très enrichissant. Je crois que c'est une grande valeur qu'on récupère et personnellement, moi, j'y trouve beaucoup d'intérêt à titre personnel. Alors, nous arrivons déjà malheureusement à la fin de l'émission et on aurait voulu, il y avait encore, je pense, encore d'autres choses à laquelle nous aurions pu parler, notamment la déclaration finale du Conseil fédéral. Malheureusement, le temps imparti, bien nous arrivons en fin d'émission. Alors, je rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent, c'est que il y a le Salon du Livre cette semaine, donc à partir de jeudi et vendredi 21 et samedi 22. Eh bien, je serai là-bas. Donc, je serai au Salon du Livre où je fais des séances dédicaces au stand Jingo Éditeur. Donc, on retrouve très facilement. Et puis, ça sera l'occasion aussi pour moi de rencontrer pas mal de personnalités pour des interviews et voir un petit peu aussi parler de la santé, ça sera aussi l'occasion. Eh bien écoutez, je tiens à vous remercier. Donc Madame Laetitia Pilois qui travaillait donc à l'ADAPA, directrice de l'ADAPA, des services à la personne. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Jeanbois aussi, Bernard Jeanbois, qui est donc le président régional de l'UNA et qui est à l'ARPA de Lorraine. Et donc, je vous invite à aller sur les sites internet, vous faites service à la personne, vous allez sur le site www.una.fr, vous trouverez pas mal d'informations aussi, et également que sur votre département, pour votre département, eh bien, des organisations qui ont des services à la personne. N'hésitez pas à les contacter et à très bientôt pour la prochaine émission sur Libre-Échange. Merci. Libre-Échange, Sylvain Blondin. Libre-Échange, Sylvain Blondin.